Dans ce webinaire Coefi, Nathalie Geoffroy et Christophe Hérault font des liens entre l'agilité et la gouvernance cellulaire. L'agilité, c'est une approche aujourd'hui bien connue qui est déployée dans de nombreuses entreprises. Et vous allez maintenant découvrir quelques éléments de la gouvernance cellulaire qui est inspirée de l'holacratie. Elle apporte des compléments très intéressants au référentiel de l'agilité, en généralisant notamment les notions de rôle et en créant des espaces pour traiter tous les sujets qui concernent la vie des équipes. L'idée de cette conférence, elle est venue du fait que je fais partie de l'équipe d'organisation des conférences Agile Grenoble. Et ça fait un moment que je baigne dans le milieu de l'agilité. Et quand je suis arrivée chez Coefi, qu'on a commencé à travailler en gouvernance cellulaire, il y a plein de parallèles qui se sont faits. Je suis un des cofondateurs de l'équipe Coefi. Je suis très enthousiaste avec les nouveaux modes de management et d'organisation qui se développent, qui émergent. Et donc, je contribue à l'équipe gouvernance cellulaire. On enrichit cette méthode, on la développe, on la fait, on la pratique. Et donc, on est dans une constante démarche de recherche et développement pour promouvoir ce que ça peut apporter au monde. Et quelques mots sur Coefi. Coefi, c'est la réunion de plusieurs consultants qui avaient une expérience de ce métier, donc Odile Jousselin, Nathalie Escher, Nathalie Geoffroy et moi. Et puis, on a eu une alternante avec nous aujourd'hui, Margot Sansoli. Et on a fondé cette entreprise sur le principe de vivre une expérience opale. Vraiment, notre intention, c'est d'appliquer les principes de Frédéric Laloux dans notre quotidien, parce que ça nous paraissait important pour notre épanouissement personnel, pour être bien dans notre vie professionnelle. Et on a choisi la gouvernance cellulaire comme base de notre fonctionnement, parce que c'est un référentiel qui est ouvert et qui permet d'intégrer des choses, de le faire évoluer à la mesure de nos besoins. Et donc, on y a intégré notamment des pratiques venant de l'agilité. Au quotidien, comment nous, on pratique tout ça? Eh bien, on a vraiment cette attention de co-construire la raison d'être en permanence. Et la raison d'être, elle n'est pas que au niveau de la société, mais à tous les niveaux de ce que l'on fait. Dans chaque action, dans chaque rôle que l'on crée, on fait attention d'avoir le sens comme boussole première. Et le deuxième, c'est qu'on prend soin de notre épanouissement et de celui de nos clients. Et c'est au cœur de notre pratique de chercher en permanence à la fois comment on est efficace et comment on peut se réaliser nous-mêmes en tant que personne dans notre métier. On met en œuvre l'auto-organisation, c'est-à-dire qu'il y a une question vraiment de liberté et de responsabilité dans ce que nous faisons. Et on va vous donner quelques clés sur comment ça se met en œuvre. Et au niveau de notre fonctionnement, on fait attention toujours de ne pas partir sur quelque chose qui soit dogmatique et figé, mais vraiment d'avoir une agilité au quotidien avec une culture de laisser-apprentissage, de l'ajustement continu et itératif de tout ce qu'on met en place. Donc, démarrer plutôt vite, tester et améliorer au fur et à mesure. Et je passe la main à Nathalie. Oui, que je vous raconte un peu cette histoire d'Agile Grenoble, de l'équipe d'organisation Agile Grenoble qui se veut agile elle-même. C'est une équipe de bénévoles, 100% composée de bénévoles, ce qui veut dire qu'on fait tout ça en plus de notre boulot, avec tout ce que ça peut engendrer comme contrainte de disponibilité. De la même façon que chez Coefi, il y a une approche itérative sur chaque événement. Donc, chaque année, on fait une belle rétrospective de l'événement précédent et on construit sur ce qui s'est bien passé et ce qui a bien marché. Et c'est une équipe qui est auto-organisée. Donc, il n'y a pas de chef. On se base beaucoup sur la souveraineté individuelle, sur l'esprit d'initiative. Il y a un peu cette idée de si j'ai l'élan, si j'ai l'énergie, je fais.
Et puis, si je n'ai pas l'énergie pour faire, bah, tant pis. Soit il y a quelqu'un qui profite de ma bonne idée et qui a envie de le faire, soit bah, on ne le fait pas. On a un principe de responsabilité également. C'est-à-dire que si je dis que je prends quelque chose, que je vais faire quelque chose, bah, je le fais. Et si je suis coincée, je demande de l'aide. Et en termes de structure, d'organisation, on est auto-organisé et en même temps, on a quand même une division du groupe en commissions par thème. Et c'est vrai que cette notion de commission, je crois que ça ressemble un peu à quelque chose qu'on fait déjà aussi en gouvernance cellulaire, Christophe. Oui, exactement. C'est vraiment la notion des rôles, hein, comment on répartit les responsabilités avec des rôles. Et donc, voilà quelques... Je n'arrive pas à passer ma slide. Voilà, voilà comment on définit un rôle en gouvernance cellulaire. C'est une entité qui fait partie de l'organisation et qui a des missions. Et on va faire attention pour définir ce rôle, de lui donner un nom et au moins une raison d'être, voire des redevabilités, c'est-à-dire les attendus, et un domaine d'autorité qui permet à ce rôle d'être le seul à prendre des décisions dans ce domaine-là. Et il y a une différence entre le rôle et la personne, et il y a une différence entre le rôle et une fonction, une fiche de poste comme on a d'habitude dans les organisations habituelles, parce que dans un organigramme classique, une personne qui a une fonction, par exemple un directeur administratif et financier, il aura plein de rôles différents en réalité. Et donc, dans la façon dont on construit ça, on va à une granularité qui est bien supérieure à ce que l'on voit dans les fiches de poste habituelles dans les organisations. Et donc, une personne est affectée à un rôle et ça lui donne le pouvoir de décider par elle-même ce qui correspond aux raisons d'être, à la raison d'être et aux redevabilités de ce rôle. Et elle doit vraiment là prendre en charge ce rôle et s'assurer que elle remplit cette mission. Et on peut affecter plusieurs rôles à une personne et on peut affecter plusieurs personnes à un rôle. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir qu'un projet, c'est un rôle qui a une durée limitée. Hein, donc, on peut tout définir dans l'organisation pratiquement sous la forme d'un rôle. On donne un exemple, Nathalie? On va donner un exemple avec les conférences Agile Grenoble. Donc, le rôle conférence Agile Grenoble, en quoi ça consiste? Sa raison d'être, c'est vraiment de promouvoir l'agilité grâce à un événement de qualité qui soit accessible à tous et surtout qui permette aux personnes non seulement de connaître, d'apprendre des choses, mais de passer un bon moment. Donc, dans la raison d'être, l'ambiance est importante. Et donc, en quoi ça consiste? Quelles sont les redevabilités de ce rôle Agile Grenoble? C'est que des conférences de qualité sur 2 jours pour différents types de publics soient organisées dans un lieu qui permette d'accueillir dans de bonnes conditions au moins 600 personnes et avec des animations qui contribuent à la bonne ambiance, à la mise en lien des personnes. Alors, on n'a pas de domaine d'autorité, puisque on pourrait se poser la question, vu que le rôle des conférences Agile Grenoble, c'est un rôle à l'intérieur d'une autre entité qui est l'association du club Agile Rhône-Alpes. Donc, c'est un rôle spécifique et pourrait avoir en domaine, on pourrait spécifier que le choix du format des conférences, par exemple, le choix du lieu, sont de l'ordre du domaine du rôle conférence Agile Grenoble. Alors, ça fait beaucoup quand même c'est quand même un rôle qui est assez costaud. Hein. Ah bon, il n'y a pas qu'une seule personne pour gérer ça alors? Non, non. Et oui. Même si ce n'est pas assez. Et oui, du coup, c'est pour ça que quand il y a un rôle qui est très complexe comme ça, on va l'étoffer, on va avoir besoin de plusieurs personnes pour le tenir et on va le subdiviser. Du moins, on va réunir, ces personnes vont se réunir et puis s'organiser pour créer d'autres rôles qui vont permettre de réaliser cette raison d'être. Et donc, en fait, ça s'appelle une cellule en gouvernance cellulaire.
On appelle ça un cercle en holacratie, gouvernance partagée. Voilà, c'est donc une équipe qui fonctionne avec une subdivision de différents rôles. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe avec mon écran? Voilà. Et on a le principe du coup de hiérarchie avec différentes cellules. Et on part de cette cellule souche qui est en charge de gérer les conférences Agile Grenoble et on va regarder sur un de ces rôles, par exemple le rôle programme lui-même, il peut être très compliqué à gérer et nécessiter différentes personnes. Et donc, on va créer aussi une sous-cellule qu'on appellera cellule spécifique pour organiser la dimension des programmes. Donc, avec par exemple un rôle conférence, un rôle keynote speaker, un rôle des modalités d'animation, enfin de conférences hybrides, mix présentiel, distanciel, voilà. Et donc, on constitue la hiérarchie sous cette forme-là. D'accord. Donc, ce que tu appelles les cellules spécifiques, en fait, c'est ce que j'appelais les commissions tout à l'heure. Et oui. C'est ça, d'accord. Tout à fait. Et c'est quoi ce rôle pilotage alors Ah, le rôle pilotage. Alors ça, c'est un des rôles qui sont définis par la constitution de la gouvernance cellulaire. Et il y a 4 rôles qui sont définis dans cette constitution. Le rôle pilotage, c'est celui qui porte la raison d'être de l'ensemble de la cellule et qui priorise les actions, en particulier s'il y a des conflits de priorité. Ça revient dans un organigramme classique du rôle de manager, sauf que un manager, il a tout un tas d'autres redevabilités, responsabilités qui vont au-delà de porter la raison d'être et de gérer la priorisation. Et donc, le rôle pilotage en gouvernance cellulaire se concentre uniquement sur cette mission-là. Tout ce qu'on va voir d'habitude également chez le manager sont distribués sur d'autres rôles. En particulier, il y a le rôle facilitation. Et il a pour mission, lui, de faciliter les temps de réunion selon la Constitution, en suivant les processus qui ont été définis dans la Constitution. Donc, il a vraiment, quelque part, à la fois, il est essentiel pour faire fonctionner l'équipe, et en même temps, il a un rôle de conformité à ce qui a été décidé de comment on fonctionne ensemble. Le rôle mémoire, c'est celui qui va inscrire les décisions dans les documents officiels, il va prendre les notes, il va organiser les prochaines réunions. Et il a aussi un rôle un élément complémentaire dans son rôle, c'est que quand il y a des doutes sur la Constitution, est-ce qu'on doit faire comme ceci ou est-ce qu'on doit faire comme cela, comment cette procédure s'applique, ce processus de travail s'applique dans cette situation, c'est lui qui va interpréter. C'est lui qui aura le rôle d'arbitrer, de trancher comment la cellule va fonctionner pour appliquer la Constitution. Et il y a le rôle représentation, qu'on retrouve en sociocratie ou en holacratie comme le double lien. C'est celui qui rencontre des avancées de la cellule au niveau supérieur, donc dans la cellule souche, et qui va traiter aussi dans cette cellule souche les tensions, les éléments dont la cellule a besoin pour pouvoir réaliser sa raison d'être, et il va les remonter et traiter ça en portant des demandes au niveau de la cellule souche. Je vois qu'ici, sur cette slide, c'est écrit cellule mère, cellule fille. C'était un autre vocabulaire qu'on avait pu utiliser pour présenter dans d'autres conférences de vulgarisation, mais les termes qu'on a utilisés dans la constitution de la gouvernance cellulaire, c'est cellule souche, cellule spécifique. Voilà. Oui, c'est super intéressant en fait, ce que tu racontes sur ces rôles préconstruits, parce que je me rends compte que aussi bien finalement, si je prends l'équipe d'organisation à Agile Grenoble, on avait déjà un fonctionnement intuitivement sur ces rôles avec cette idée de raison d'être et de redevabilité. Et ce qui nous a vraiment manqué, ce qu'on n'a jamais osé peut-être mettre en œuvre, c'est ces fameux rôles préconstruits. Et à la fois, moi, je me rends compte que ça a terriblement manqué à certains moments, notamment le rôle facilitation pour s'assurer que nos réunions de travail étaient efficientes. Le rôle mémoire aussi, dans ce que j'ai compris, il a aussi un rôle dans son rôle de programmer les réunions et de s'assurer que
on se réunit bien et que le travail, finalement, que ça permet de faire avancer le travail. Euh, et c'est peut-être une réponse aux difficultés qu'on a rencontrées. Il y en a une autre qu'on a rencontrée, et peut-être que tu as des réponses pour moi, c'est qu'on a eu beaucoup de mal à prendre nos décisions, à savoir qui avait autorité finalement, comment on prenait les décisions et au sein de quelle finalement instance. Donc, est-ce que c'était au niveau de la cellule organisation, ou est-ce que c'était au niveau des cellules spécifiques? Hmm. Oui, alors ça, effectivement, un des éléments fondamentaux pour faciliter la prise de décision, c'est une bonne définition des rôles, que ce soit clair, d'une part, mais il y a aussi d'autres processus qui permettent de bien fonctionner. Et donc, en gouvernance cellulaire, on organise ça dans 4 espaces différents qui permettent de tout traiter, mais au bon moment, pas tout en même temps. Le principe de base, c'est de gérer par tension. Puis, une fois qu'on a défini nos rôles, ils ont tous une raison d'être et des redevabilités, chacun se met au travail. Hein. Donc, on est dans nos réunions métiers, on avance pour produire ce qu'il y a à produire. Et tout à coup, en travaillant, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous plaît bien, on aurait envie de lancer quelque chose, on a une tension vers un objectif et on a des bonnes idées à partager, ou on a une tension par quelque chose, à cause de quelque chose, et là, c'est plutôt désagréable, on est gêné. Et donc, l'intention de la gouvernance cellulaire, c'est de faire en sorte que toutes ces tensions ont un lieu pour s'exprimer. Et que si c'est des tensions qui sont liées à qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi le sens finalement, hein, les questions de raison d'être, les questions de valeur, les principes fondamentaux, eh bien, on peut amener cette tension dans une réunion de sens, de positionnement éthique pour clarifier ce dont on a besoin. Si la tension, au contraire, elle est quelque chose de lié à comment on travaille, comment on répartit les rôles, on répartit les responsabilités, eh bien, on va se créer une réunion de réorganisation. C'est là qu'on vote nos politiques et nos règles de fonctionnement communes. Et quand on a des tensions liées à l'action, comment je vais faire ceci, j'ai besoin d'aide pour cela, eh bien, on va traiter ça dans des réunions d'opération. Et n'oublions pas quelque chose de très important, la relation. Et si on a des tensions interpersonnelles, si on a été blessé par quelque chose qu'a dit ou fait quelqu'un, eh bien, on invite à ne pas laisser ça sous le tapis, mais au contraire de le traiter de manière explicite dans une réunion de régulation où on va traiter ce qui est nécessaire pour le bien de la relation. Donc voilà, ça permet de positionner les choses, que les décisions soient prises au bon endroit en séparant le type de décision qu'il y a à faire. Et donc, du coup, il y a quelques processus de décision. Il y en a toute une palette. Je nommerai ici au moins le processus de sollicitation d'avis, c'est-à-dire que quand il y a un rôle qui a été défini et que la personne a l'autorité pour décider, elle va pouvoir souvent impliquer les autres sous forme d'une sollicitation d'avis et ensuite prendre sa responsabilité de décider ce qui correspond à son rôle. Ça, c'est un élément très important parce que un des défauts de la plupart des organisations qui veulent mettre de l'horizontalité, c'est de passer tout son temps à essayer de décider en collectif. Alors, pour décider en collectif, il y a la décision par consentement, qui est un système efficace et qui permet vraiment à chacun de pouvoir traiter ses objections. Mais du coup, c'est intéressant de pouvoir l'allier avec l'efficacité de capacité à décider seul ou seul après consultation. L'important, c'est que du coup, on ait bien un temps de facilitation de ces réunions-là avec des facilitateurs qui permettent de lever toutes les tensions et qu'on ait aussi un processus pour affecter des rôles. Le rôle pilotage est souverain pour affecter les rôles qui sont plutôt de nature opérationnelle
Et sur les rôles facilitation, mémoire et représentation, là, on procède par élection sans candidat. Et un élément très important, du coup, vraiment, c'est la régulation. Souvent, c'est ce qui manque dans les équipes, c'est que quand on a des tensions, on ne sait pas où et comment les traiter. Et c'est intéressant de pouvoir poser ça dans la constitution de la gouvernance cellulaire, c'est que on sait comment on fait, comment on s'y prend quand on a une tension. Pour résumer, les briques de base sur la gouvernance cellulaire, c'est une organisation avec des rôles et des cellules d'un côté, des processus pour décider à plusieurs, la séparation des sujets à traiter en différents espaces, l'espace sens, régulation, enfin relation, réorganisation et opération. Et ce qui est vraiment propre à la gouvernance cellulaire, qu'on ne va pas trouver dans l'holacratie, par exemple, ou la sociocratie, c'est vraiment cette notion d'avoir ces espaces sens et relations pour traiter les questions de régulation. Et ça, vraiment, ça en fait, je crois, un des points forts particuliers. Et du coup, c'est intéressant de faire le lien avec l'agilité. Eh bien, oui, parce que finalement, quand tu me présentes tout ça, je me dis que je retrouve beaucoup de choses. Alors, particulièrement, là, je vais parler de la méthode Scrum, qui est une des méthodes agiles. Il y en a plusieurs. Mais les briques de base de Scrum, il y a effectivement cette définition de rôle. Il y a 3 rôles préconstruits quelque part. Il y a le Scrum Master, le Product Owner et la Dev Team. Donc, c'est le rôle de Dev. Donc, ces rôles-là, ils ont un certain nombre de redevabilités qui couvrent tout partie des rôles préconstruits que tu as présentés, les rôles de la GC. Et puis, il y a aussi des instances qui sont différentes, qui permettent de traiter les tensions, on va dire, en tout cas, qui ont des finalités différentes. Si je fais parallèle avec la GC, moi, j'en vois vraiment 4 réunions. Il y a des réunions, 2 réunions métiers qu'on appelle le sprint planning et le sprint review. Donc, ça, c'est en début pour vraiment organiser le travail au début de ce qu'on appelle un sprint et vérifier la réalisation de ce travail à la fin du sprint. Il y a l'équivalent de la réunion opération qui est le daily meeting. Donc, tous les matins, on regarde quelles sont les tensions finalement qui ont été générées par l'activité, ce qu'il y avait à faire, quels sont les cailloux dans la chaussure. Et puis, la 4e réunion qui est importante en agilité, c'est la rétrospective. La rétrospective, elle couvre à la fois les aspects organisationnels, opérationnels et relationnels. Finalement, on regarde comment s'est passé un sprint et puis qu'est-ce qu'il faudrait faire différemment pour être plus efficient. Alors, c'est quoi ce sprint? Ce sprint, c'est vraiment l'élément particulier de cette méthode Scrum. C'est un intervalle de temps dans lequel on s'engage à livrer des fonctionnalités opérationnelles pour un client. Donc, c'est vraiment une autre façon d'envisager le rapport à la production, la production de services. Et il y a par rapport à ça aussi des processus qui sont vraiment spécifiques à cette méthode-là. Par exemple, les processus liés à la création des unités de base de travail, on appelle ça des user stories, et le processus d'évaluation, de pondération de ces user stories finalement pour pouvoir se dire comment est-ce quelle quantité de travail on va se fixer pour un sprint donné. Donc, c'est vraiment amusant de voir ces parallèles entre les deux, et je me dis qu'on pourrait aller encore un cran plus loin, même dans faire évoluer ce modèle-là et s'inspirer pour nous, dans nos pratiques de gouvernance cellulaire, des bonnes pratiques agiles. Je pense notamment à tout ce qui vient plutôt de la méthode Kanban, donc la limitation de l'encours de production pour tenir compte de la gestion de la charge globale de l'équipe. Et ça, c'est vrai que j'ai remarqué quand même chez Coefi, on a tendance
apprendre, apprendre, apprendre. Et puis au bout d'un moment, on est sous l'eau. Donc, je me dis que ça, tu vois, ça fait partie des pratiques qu'on pourrait implémenter chez nous. Mmh. Il y a des choses qu'on fait aussi, et vraiment, je trouve que les méthodes agiles, elles ont poussé leur réflexion sur l'efficacité de façon très, 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 très aboutie, et notamment pour mettre le client au centre et apporter un maximum de valeur pour le client. Et en mettant en place des expérimentations, donc ce qu'on peut appeler un MVP, c'est le Minimum Viable Product. Quel est le produit minimal mais qui marche, que je peux fournir à mon client pour générer un maximum de valeur. Et si je n'ai pas contact directement avec ce client, si je suis en avance de phase en innovation, bah, comment est-ce que je vais aller chercher à caractériser les besoins de ce client-là au travers des personas. Comment aussi ils sont très attentifs. Enfin, en agilité, il y a la notion de cadrer l'activité, donc de definition of done. En quoi je sais que le job est fait, que c'est terminé. Et ça, quelque part, je trouve que enfin, je vois pas mal de parallèles avec la notion de redevabilité, mais là, c'est pour une activité donnée, finalement. Qu'est-ce qui est attendu quand j'ai terminé cette activité? Eh bien, voilà ce que j'ai à ma disposition. Je sais pas, ça t'inspire? Oui, 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 ça résonne beaucoup. En fait, pour faire le lien avec les grands processus que j'ai montrés là dans la gouvernance cellulaire, ici sur cette page, la gouvernance cellulaire a vraiment travaillé les 4 espaces qui sont sur la droite, hein, le sens, la relation, la réorganisation, l'opération. Par contre, dans les méthodes agiles, il y a beaucoup de super astuces dans la dimension métier et comment on optimise le travail métier. Ça, c'est un espace qui n'est pas vraiment décrit ou proposé dans la constitution de la gouvernance cellulaire. Donc ça, c'est certainement un élément qu'on peut enrichir. Et, euh, et quand tu parlais de cette priorisation, de la quantité de choses que l'on peut traiter, je crois que la façon dont on fonctionne ici en amenant toutes les tensions dans des réunions opérations, par exemple, eh bien fait que du coup, comme on est des gens très créatifs avec plein d'aspirations, on a beaucoup de tensions vertes, donc on a toujours envie de lancer un nouveau projet, un nouveau truc. Et ce processus est très bien pour capter toutes ces nouvelles aspirations. Mais par contre, il nous reste effectivement à savoir prioriser ensuite ce que l'on ne fera pas pour pouvoir livrer les choses sur lesquelles on s'engage. Mais ça, finalement, c'est le rôle, c'est un petit peu dans les redevabilités du rôle pilotage de la cellule, non? Oui, c'est vraiment dans ses redevabilités, ça c'est sûr. Quand il y a un conflit de priorité et qu'on lui demande d'arbitrer, il n'a pas forcément la vocation à mettre son nez partout. En tout cas, ça dépend. Il y a tout un curseur, hein, on pourrait parler du curseur managérial qui permet en fait de décider comment on incarne ce rôle pilotage. Est-ce qu'on est plus interventionniste ou au contraire moins interventionniste? Il y a tout un réglage qu'on peut faire et décider avec l'équipe, mais, mais potentiellement, tel que décrit dans la Constitution, il peut ne pas être du tout interventionniste pour prioriser et ne prioriser que quand il y a un conflit entre des personnes qui voudraient traiter 2 sujets différents, mais qu'on ne peut pas traiter les 2.